En manchette aujourd'hui, le projet Orange 5 échoue le test du BAP. Et puis, dommage suite au décès du Val-d'Orien Jean-Yves Poitras. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On débute le bulletin avec une nouvelle de dernière heure. Le projet minier Orange 5 de Ressources Falco de Rouyn-Noranda ne passe pas le test. C'est du moins l'avis du Bureau d'audience publique sur l'environnement qui a déposé son rapport sur le projet en fin d'avant-midi et qui juge que ce dernier n'est pas acceptable dans sa forme actuelle. La commission d'enquête est d'avis que l'étude d'impact du promoteur manque d'informations sur plusieurs enjeux, notamment ceux en lien avec l'eau, la qualité de l'air, la santé publique, les vibrations et la sismicité. La Commission recommande de nouvelles études pour avoir une évaluation à jour des risques et des impacts du projet. Le rapport met aussi en lumière que Ressources Falco n'a pas réussi à démontrer la pertinence de son projet au-delà du potentiel économique et de l'industrie minière régionale et provinciale. Rappelons que les membres de la Commission d'enquête ont organisé des audiences publiques à Rouyn-Noranda et à Longue Pointe l'automne dernier. Et d'ailleurs, la réaction de Ressources Falco ne s'est pas fait prier. Par voie de communiqué, l'entreprise dit accueillir le rapport du BAP avec intérêt. L'entreprise mentionne avoir considéré, planifié ou initié plus de 90 % des avis de la commission d'enquête liés à son projet. Quant à la demande du BAP de mettre à jour certaines études liées aux impacts, Ressources Falco précise que le tout est déjà prévu selon son plan de travail. Le démarrage du projet n'étant prévu qu'en 2030, Falco juge disposer du temps nécessaire pour répondre aux attentes et craintes exprimées. Et poursuivons avec une bien triste nouvelle. Le commissaire industriel de la Corporation de développement industriel de la ville de Val-d'Or, Jean-Yves Poitras, est décédé. La ville en a fait l'annonce hier. Il était entre autres impliqué dans le projet de la zone d'innovation Novinor et a contribué à la mise en place du centre de transit minier nordique. Depuis l'annonce de son décès, les hommages pour M. Poitras pullulent sur les réseaux sociaux. La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, affirme que les réalisations de M. Poitras furent un levier important dans la mise en lumière de la ville de Val-d'Or. Et on vous en parlait hier, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, tire sa révérence et démissionne de son poste du chef du Parti libéral du Canada. Rappelons qu'après plusieurs mois de crise, la grogne au sein de son propre parti se faisait de plus en plus ressentir. Le député bloquiste de la région, Sébastien Lemire, a réagi. Voici ses commentaires. Donc, M. Lemire, on a appris ce matin le départ de Justin Trudeau de la chefferie du Parti libéral du Canada. C'est quoi vos réactions par rapport à ça? Bien, il a enfin pris la bonne décision, une décision qu'il prend beaucoup trop tard, parce que le fait de la prendre aussi tard amène le Canada dans une situation absolument chaotique. On le voit face à l'arrivée de Donald Trump, qui va prendre le pouvoir le 20 janvier prochain. On le voit par rapport à tellement de projets de loi et de mesures qui tombent en ce moment, parce que l'annonce d'aujourd'hui, c'est la prorogation du Parlement, donc on ne retournera pas en chambre avant le 24 mars, et tous les projets de loi tombent. Et ça, c'est probablement ce qui est le plus dramatique dans la situation. Des projets comme la gestion de l'offre qui se sont fait niaiser au Sénat par des sénateurs non élus pendant 1 an et demi meurent au feuilleton. Tout le processus est à recommencer. Même chose pour bonifier le revenu des aînés. Donc, pour moi, le vrai drame aujourd'hui, c'est ces éléments-là. Et vous parlez de chaos, parce qu'il faut le dire, Justin Trudeau demeure quand même premier ministre jusqu'à temps que le parti trouve un nouveau chef. Est-ce que dans le contexte, il aurait dû simplement quitter, quitte à justement déclencher de nouvelles élections pour repartir en fait le processus? Là? Bien, à mon sens, je pense qu'il va juste simplement assurer la fonction administrative du rôle de premier ministre, c'est-à-dire parfois d'autoriser des décisions ou autres. Dans les circonstances, ça lui appartient. Reste que je pense que le message est très clair de la part des Canadiens, des membres de son parti également. Il devait quitter et le prochain message, bien, c'est que ça prend des élections parce que son étoile est complètement morte, terne, et c'est celle du Parti libéral aussi. C'est son bilan de près de 10 ans comme premier ministre dont on retiendra quoi ultimement? La question se pose, la légalisation du pot. Après ça, c'est un déficit monstre de 62 milliards pour l'année dernière. On était déjà à 50 milliards de dépenses supplémentaires de déficit cette année. C'est ce qui est annoncé dans l'énoncé budgétaire. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir réellement de la gouvernance là, comme premier ministre de Justin Trudeau? Je pense bien des mots. Là. Puis on entend qu'il y a beaucoup de rapports qui doivent être faits sur des dépenses dans un contexte COVID et autres qui sont absolument catastrophiques pour l'économie canadienne.
Et en terminant, là, on a un peu mentionné d'entrée de jeu, mais reste quand même que la question se pose. C'est quoi peut-être, là, selon vous, c'est quoi l'horizon pour vous? Là? Parce que je veux pas, la Chambre est prorogée jusqu'au 24 mars. Il va falloir avoir une course à la chefferie. Donc, plusieurs choses qui font en sorte que la Chambre ne bouge pas vraiment. Je veux dire, est-ce que vous avez peur qu'on perde de yeux certains objectifs que vous étiez fixés autant pour les régions que pour le Québec, en fait? Là? Ah ben pour moi, ça va être une occasion de prendre du temps dans la région, de faire le tour des gens, d'aller sur le terrain. C'est un peu comme un mode d'été, hein? Il y a des vacances peut-être rapidement, mais dans le contexte, elles viennent d'être prises, là. Fait que c'est de faire le tour de la région. Si on est appelé à se déplacer, je suis toujours porte-parole des relations avec les Autochtones, porte-parole des sports. Donc, tout ça va m'amener à faire du terrain. Mais la première responsabilité, puis c'est ce qui est agréable dans les circonstances, bien, ça va être du temps pour être chez nous, en famille, auprès des miens, mais aussi auprès des jeunes d'Abitibi-Témiscamingue. Et changeons complètement de sujet maintenant avec les variations de température. L'hiver pouvant passer de moins 20 degrés Celsius à plus 10 degrés Celsius en quelques jours. La saison de motoneige 2025 est pour l'instant rocambolesque. Ajoutant à cela 2 décès tragiques survenus durant le temps des fêtes, Alexis Dumont fait le point. 2 motoneigistes ont tragiquement perdu la vie durant le temps des fêtes. Alors qu'un homme de 70 ans a perdu la vie dimanche à Valparadis, au nord de la Sarre, après que son engin ait entré en collision avec un garde-fou, un autre homme, lui âgé de 43 ans, est décédé la semaine dernière alors que sa motoneige a sombré dans les eaux de la rivière Aricana à Amos. C'est toujours désolant d'entendre qu'il y a des gens qui sont décédés en motoneige. Chaque fois qu'on voit qu'il y a un décès en lien avec un sport qu'on aime tant, bien, le cœur nous arrête un peu. C'est toujours désolant de voir des incidents comme ça qui arrivent. 2 tragédies survenues en plein début de saison et à un moment où la température varie en haut et en bas de la barre du 0 degré. Beaucoup de zones humides qui n'est pas gelée encore. On défonce avec les machines. Fait que c'est pas évident de remplir, puis il n'y a pas beaucoup de neige pour remplir les trous. Donc, c'est là où on en est présentement, puis on espère que le froid va rester, puis qu'on va être capable de continuer à ouvrir les sentiers, puis à avoir de la neige pour surfacer, pour que ce soit beau. Là. On est à peu près à la même place qu'on était il y a 3 semaines, là, quand on est sorti la première fois. Fait que là, on espère que ça va rester gelé. Plusieurs consignes de sécurité sont recommandées lors de randonnées en motoneige. C'est vraiment de circuler avec prudence, respecter la signalisation, puis si jamais on voit des rubans sur les côtés dans le sentier, bien, c'est de faire attention, ralentir, ça indique des dangers. Fait que c'est juste d'y aller prudemment. Il faut vraiment pas prendre de chance, aller dans un sentier balisé, rester dans un sentier balisé, puis la même chose les cours d'eau. Nous, on va sonder la glace, on vérifie la glace à différents niveaux, on met des baguettes, on balise, donc si on reste dans les balises, on devrait être correct. Les contrevenants aux règles peuvent d'ailleurs recevoir des contraventions. Il y a plusieurs opérations qui se font en sentier. Oui, vous pouvez avoir des amendes pour les vitesses excessives et effectivement pour s'il vous manque des équipements sur votre motoneige si vous n'avez pas votre casque de protection, vous pouvez également y avoir une amende. L'arrivée des températures froides dans les prochains jours devrait certainement aider les pistes pour les motoneigistes. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Et au culturel, le Festival de musique émergente de l'Abitibi-Témiscamingue doit se trouver une nouvelle personne à la direction générale. Marie-Luce Doré, qui occupait cette fonction depuis 2023, quitte la tête de l'événement après avoir piloté 2 éditions. Celle qui est originaire d'Abitibi-Ouest confirme qu'elle relèvera de nouveaux défis qui lui assureront une meilleure conciliation travail-famille. Marie-Luce Doré reste en fonction jusqu'à ce vendredi afin d'assurer une transition harmonieuse avec le conseil d'administration. Je pense que ce que j'ai apporté, c'est vraiment de la joie, de la bonne humeur. Moi, je suis quelqu'un qui travaille vraiment en s'amusant, avec beaucoup d'amour pour mes équipes. Puis je suis une maman un peu, là. Fait que je pense que c'est ça qui a été. Je pense que dans l'équipe, c'est ça que je vais avoir laissé. Puis j'espère que ça va rester, que l'équipe va rester soudée. Et au sport, très silencieux au cours des dernières semaines, les directeurs généraux des Huskies et des Foreurs se sont mis à l'œuvre hier. Les Foreurs de Val-d'Or ont annoncé avoir échangé l'attaquant Nathan Barry au Voltigeurs de Drummondville. En retour, Val-d'Or met la main sur des choix de 2e, 3e et 4e ronde. Barry aura passé 2 ans à Val-d'Or, totalisant 90 points en 134 matchs. Il portait également le A d'assistant capitaine avec l'équipe. Les Foreurs ont également annoncé avoir mis la main sur l'attaquant Brett Usyk des Highlanders de Charlottetown. Usyk est un allié droit de 6 pieds 4 pouces de 18 ans. Il a disputé 22 matchs cette saison, amassant 2 mentions d'aide.
Et du côté des Huskies maintenant, le défenseur d'Alan Gill effectuera un retour dans la LHMQ, mais ce ne sera pas à Rouyn-Noranda. Les Huskies l'ont échangé aux Wildcats de Moncton. La Meute met la main sur 4 choix au repêchage et un attaquant de 16 ans en retour de Gill. Le défenseur de 20 ans aura disputé 4 saisons à Rouyn-Noranda, portant même le C de capitaine. Il évoluait depuis le début de la saison avec le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine. Les Huskies ont également fait l'acquisition de 2 attaquants. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, oui les Huskies, oui les Foreurs, mais de façon générale, avez-vous des attentes élevées quant aux performances de vos équipes sportives régionales? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est de la neige sur tous les secteurs avec un maximum de moins 14 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 16 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est toujours de la faible neige intermittente pour toute la région. Il fera par contre plutôt froid cette nuit avec des maximums allant jusqu'à moins 22 degrés Celsius. Merci d'avoir été des nôtres ce midi. Soyez avec nous ce soir puisque nous aurons plusieurs réactions à la suite du dépôt du rapport du BAP qui, je le rappelle, a recalé dans sa forme actuelle le projet minier 1.5 de Ressources Falco à Rouyn-Noranda. Quelle sera la suite des choses? Quelles seront les modifications apportées? Toutes les réponses et d'autres informations régionales au TV à 18h. D'ici là, prenez soin de vous.